Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue en STAPS. Ce matin, normalement, je devais être là pour vous accueillir. Je suis Jean-Christophe Écarlé, je suis le directeur adjoint. Et notre directeur, bon, normalement, c'est lui qui doit vous accueillir, mais il est à Nantes, il est en déplacement. Du coup, voilà. J'avais une autre réunion en fait ce matin à la Commu de Lyon et je ne pouvais pas être là. C'est pour ça qu'il n'y avait pas forcément quelqu'un de STAPS de présent. Cet après-midi, le programme il est plus centré sur les STAPS. Alors on est venu un peu en force. Moi je ferai une présentation un peu générale. On a Léa qui est spécialiste des formations professionnelles, Stéphanie qui va vous parler de l'AL1 et des LAS et des PASS, et puis Fabienne qui est notre directrice de SCOL qui va vous parler de Parcoursup. On a également quelqu'un qui va intervenir parce qu'ils sont en AG de labo et qui va venir vers 14 h vous parler des filles en STAPS. Et voilà, bon, on a 28% de filles qui sont admises en L1 et c'est pas beaucoup. Et donc on voulait faire une sensibilisation par rapport à ça. D'accord ? Je vais démarrer par une présentation générale. Bon, il y a 5 parties. On essaiera de faire des petites pauses s'il faut pour que vous puissiez poser des questions, pour que ce ne soit pas simplement nous qui parlions. Et puis j'ai oublié de remercier Véronique pour l'organisation ce soir. Au niveau présentation générale, bon, je vais vous présenter la composante. On a 3000 étudiants sur Lyon, toutes formations confondues. On a 530 étudiants en formation pro, 500 alternants et stagiaires FC. Donc on est très développé au niveau de la formation par alternance, aussi bien dans les formations pro qu'en master. Et bon, c'est un point fort chez nous par rapport aux autres composantes, où on a effectivement des professions qui se prêtent bien, disons, à la mise en stage et au travail en alternance. On a 5% de sportifs de haut niveau, ça représente à peu près 150 étudiants. Au niveau des personnels, on a 95 enseignants, on a la moitié à peu près qui sont profs agrégés et l'autre moitié qui sont des enseignants-chercheurs. On a 28 personnels administratifs, 350 intervenants professionnels, des vacataires qui interviennent sur les formations en fonction de leur spécialité. Et puis, on a 20 organismes de formation associés. Les organismes de formation associés, c'est par exemple l'UCPA, des choses comme ça, où on met les étudiants en stage, mais également qui nous offrent des compléments de formation pour certains étudiants. Et puis, on a 2 laboratoires de recherche auxquels sont adossées les formations, un en sciences de la vie et l'autre en sciences humaines, et qui sont sur le site de l'ADOA. Au niveau de l'offre de formation, on a 4 mentions. Les métiers de l'activité physique adaptée et santé, les métiers de l'entraînement sportif, les métiers de l'éducation et les métiers du management. Il va y avoir dans quelques temps une 5e mention et qui sera plutôt sur éducation par le sport, sociosport, et qui sera destinée aux interventions, à former des intervenants et des gens capables de piloter des projets dans une dynamique de quartier ou une dynamique de commune et spécialisée autour de ça. Un peu en lien avec ce qu'on avait. On a un parcours mais qui ne connaît pas beaucoup de succès, qui est des gens qui interviennent dans les collectivités territoriales. Mais là, l'offre, elle ne serait pas simplement limitée aux collectivités territoriales, mais on travaillerait avec des fédérations affinitaires, etc. Voilà. 4 licences, 5 masters et 8 parcours en master. Les licences pro, on en a 3. Et puis on a des formations courtes, 2 DUST, avec 5 parcours différents. Et puis on a également des DU et 4 AU. Les AU sont essentiellement sur la préparation CAPES et agrégation interne et sont à destination des enseignants de PS, voilà, ou des futurs enseignants. Chose importante, par rapport à la liaison moins 3 plus 3, on est organisé en bloc de compétences, c'est-à-dire qu'on essaye de développer dans nos formations une approche compétences où on valide effectivement des compétences chez les étudiants. Alors je ne vous cache pas que ça ne se fait pas sans difficulté, mais toutes nos formations sont organisées en blocs de compétences. J'ai résumé simplement les blocs
Bon, le premier, c'est le bloc transversal, ce n'est pas le plus important. Et pour le premier cycle, on a un bloc qui est centré autour du diagnostic, c'est-à-dire être capable de lire la motricité des pratiquants, leur motivation, etc. Un bloc qui est sur la planification de l'intervention et un bloc qui est véritablement sur l'intervention pédagogique elle-même. Ensuite, on a effectivement un bloc qui est plutôt l'insertion professionnelle de l'étudiant par les stages. Et dès la deuxième année, les étudiants chez nous sont en stage, en structure, selon le parcours qu'ils ont choisi. Et puis en troisième année, ils ont un stage à l'année, soit sous forme massée, soit mixte, soit sous forme filée. Voilà. Ça, c'est pour le premier cycle. Le premier cycle, il est essentiellement destiné en fait, à former des intervenants. Il y a beaucoup d'étudiants qui viennent chez nous. On a un petit souci en première année, c'est qu'on a pas mal de décrocheurs. Et souvent, les décrocheurs, ils ont aussi une fausse représentation de ce qui est attendu en STAPS et ils croient qu'ils viennent faire du sport. Or, nous, on ne forme pas des sportifs. En fait, on forme des intervenants pour encadrer des activités physiques. Et voilà, du coup, bon, il y a un décalage un petit peu de représentation qui fait qu'on a pas mal de décrocheurs. On essaye de travailler à l'identification des causes de ce décrochage. Bon, ça, je vous en ai donné une, mais il y a également d'autres facteurs. On essaye d'identifier au maximum parce que c'est un gros impact en fait sur notre taux de réussite. Vous voyez que les gens s'inscrivent, ils viennent, et puis au premier mois, on a déjà 40 qui ont disparu, quoi. Et c'est pas normal. En deuxième cycle, on est moins sur l'intervention, même plus du tout. On est plutôt sur l'évaluation et l'analyse, sur le concevoir et optimiser des projets, gérer et coordonner ce projet et puis manager une équipe. Et bien évidemment, il y a des stages encore qui sont encore plus importants en master qu'ils ne le sont en licence. Donc, si vous voulez, on a à gauche, on a l'intervenant, former l'intervenant en 3 années, et puis ensuite, ou en 2 années, et puis le deuxième cycle, on est plutôt sur la gestion de projet et de manager une équipe. Donc, les emplois ne sont pas les mêmes à l'issue de la licence et à l'issue du master. Voilà. On a des formations en alternance. On a les DUST, la licence professionnelle, le Master 1 et le Master 2, qui sont en alternance. On a de plus en plus en DUST, pratiquement tous les étudiants sont en alternance et sont rémunérés. Donc c'est bien, en licence pro également. En Master, bon, on a une partie en FI, une partie en FC. Voilà, au niveau des présentations, on va faire un petit zoom sur les formations longues et puis ensuite sur les formations courtes, si vous voulez bien. Au niveau des formations longues, bon, on a un tronc commun. Donc on a Parcoursup là au milieu. On a un tronc commun qui est la L1. Donc là, tous les étudiants font à peu près la même chose. Ils ont juste le choix de leur spécialité sportive. Vous voyez, on a pas mal de spécialités. Donc ça, ils choisissent. Mais après, c'est un tronc commun. Donc, bon, Stéphanie vous détaillera la maquette un petit peu tout à l'heure. Mais ils font tous la même chose. À partir de la deuxième année, ils peuvent déjà choisir. C'est-à-dire qu'ils choisissent l'une des 4 mentions. Soit activité physique adaptée, soit éducation et motricité. Éducation et motricité, c'est tout ce qui va vers prof de PS, en gros, et prof des écoles. Et puis, on a un parcours entraînement sportif. Donc là, c'est plutôt destiné à l'entraînement en club. Et puis, parcours management du sport. Là, il y a différents débouchés, mais qui sont autour du management, de la communication, de l'événementiel, du marketing. Il y a plusieurs possibilités. En deuxième année, ils ont 6 crédits autour de ce projet-là. Après, ils peuvent se tromper et me dire, finalement, moi, parcours management du sport, ça ne m'intéresse pas. En L3, je peux changer et aller en éducation motricité, etc. Voilà. Ça leur permet de découvrir et de confirmer un petit peu leur choix. En général, ils restent plutôt dans le même parcours, mais il arrive qu'il y ait des étudiants qui changent et on ne souhaite pas le modifier. On souhaite que ce changement, disons, de décision d'orientation soit toujours possible. Et puis après, ils passent en 3e année. Et donc là, c'est vraiment, ils sont sur leur mention et ils font le stage dans les structures qui correspondent à leur mention. Ce qui est important, c'est qu'au bout de la 2e année, il y a une carte professionnelle avec l'obtention, il n'existe plus, mais chez nous on l'a conservé, avec l'obtention du DUG.
en fait, les étudiants ont une carte professionnelle qui leur permet de travailler dans des structures sportives comme animateurs, en fait, dans toutes les activités sportives, pratiquement, sauf les activités spécifiques, vous voyez, qui nécessitent un encadrement particulier, comme la plongée, etc. Mais la majorité des activités sportives peuvent être encadrées par quelqu'un qui possède la carte professionnelle. Donc, même s'ils n'arrivent pas ou s'ils arrêtent en deuxième année, ils peuvent aller travailler et être rémunérés à ce titre-là. Ça donne l'équivalent du BAFA aussi? Alors, ils ont des possibilités d'avoir le BAFA en L2. La licence 3 donne l'équivalent en BAFD. Et du coup, ils peuvent également travailler. Mais la carte pro est plus importante que le BAFA. Hein. Le BAFA, ça reste quand même une indemnisation, quoi. Alors que la carte pro, c'est véritablement quelque chose de salarié, quoi. Voilà. Est-ce que vous avez déjà des premières réactions ou questions par rapport à ça? Présentation générale, on rentrera dans le détail au fur et à mesure. Et avec la L. S'il n'y a pas de questions, c'est que j'ai été très très clair. Ou alors que je vous ai endormi. Non? C'est bon? Allez, on avance. Je laisse la parole à Stéphanie, qui est notre responsable de portail STAPS et qui s'occupe des LAS et des PASS également. Ah, changement de micro. Ça fait super star. J'ai jamais fait ça. Vous avez une poche. Ouais. Il y a un truc. Hop. Merci. Donc, ouais, je suis responsable du portail STAPS et par ailleurs, quand même, le cœur de mon activité, c'est enseignante ici. J'interviens de la L1 au M2 dans le cadre des enseignements athlétisme et tout ce qui est pratique pédagogique et intervention. Donc vous avez compris que JC a insisté sur une formation qui était quand même assez mixte, à la fois scientifique et à la fois pratique physique, pour vraiment former à l'intervention. C'est vraiment ça qu'il y a à comprendre. Alors la première année, on a des effectifs très importants, donc on a une capacité d'accueil de 640 nouveaux L1 entrants, ce qui nous fait avec les redoublants 770 étudiants. Donc on me disait tout à l'heure, l'amphi est beau, mais il n'est pas assez grand pour nous, pas tout le temps. Donc ça fait beaucoup d'étudiants. Ces étudiants, ils sont répartis sur 2 promos. Une promo semestre 1, semestre 2, et on inverse pour qu'ils aient bien les mêmes enseignements à l'échelle de l'année, puisque la formation est annualisée. Je laisserai Loïc parler de la répartition filles et garçons. Il sera bien plus percutant que moi là-dessus. Ce qu'on peut quand même noter, c'est que la majorité de nos étudiants sont dans le parcours classique. Ça représente 63% d'étudiants. Et puis, on a des étudiants qui ont été identifiés avec des besoins particuliers, soit des besoins dans des compétences littéraires, soit des besoins dans des compétences scientifiques, c'est mal dit, mais peut-être plutôt maths, physique, voilà. Et ces étudiants-là, ils intègrent un parcours réussite 1, dans lequel ils vont avoir du tutorat et puis des remises à niveau au cours de l'année. Donc, c'est des dispositifs d'aide à la réussite. On les suit particulièrement. Voilà, ils ont un prof référent plus, on va dire, vers lequel ils peuvent se tourner en cas de besoin. On n'a plus depuis cette année de parcours réussite 2, si vous étiez au courant de ce que c'est. Et on a donc des LAS, des étudiants en licence accès santé et des étudiants en PASS qui viennent suivre leur mineur STAPS chez nous. Voilà. Sur les statistiques de résultats, alors, bon, c'est assez faible. Enfin, on est à 46%. Je ne sais pas si c'est faible ou pas, d'ailleurs, par rapport à d'autres formations. Mais nous, en tout cas, on diminue.
Moi, ça, c'est ce qu'on note. Et on essaye de réfléchir autour des dispositifs pour permettre à nos étudiants de mieux réussir. On est cette année à 46% de réussite, avec pas mal d'étudiants quand même qui nous échappent assez tôt dans l'année et pour lesquels, du coup, on s'interroge. Et je pense que du coup, l'intervention qu'on a aujourd'hui, elle doit être hyper importante parce que voilà, on a des étudiants qui viennent chez nous, pas forcément pour les bonnes raisons ou qui se sont trompés d'orientation. On a 26% d'ajournés et donc 26% d'étudiants absents défaillants aux examens. Simplement pour vous donner un ordre d'idée, la moyenne des admis, elle est à 11,9. On a le major qui est à 16,87. Quand nos étudiants réussissent, ils réussissent bien. Ils le font bien et en particulier les filles, elles sont peu, mais elles réussissent très bien chez nous. Elles sont dans les classements hauts et puis dans les différents sondages, elles sont aussi bien en termes de ressenti et d'épanouissement. Donc la formation, elle s'organise en blocs de compétences. Je sais, Jean-Christophe vous en a parlé. On a des blocs scientifiques, un bloc transversal et puis un bloc plutôt activité physique et sportive. Là où ça met en difficulté vraiment nos étudiants, c'est le cœur, là au milieu, les blocs scientifiques, où on a vraiment des étudiants qui ont du mal parfois à comprendre le sens de certains enseignements. Donc on a l'anatomie, la physio, la psycho, qui est répétée 2 fois. Une partie A, une partie B par semestre. Donc ça, c'est ce que vous avez dans le bloc 6. Dans le bloc 4, on a l'histoire et puis le PPP, c'est le parcours professionnel personnel qui permet aux étudiants de mieux connaître les milieux professionnels. Voilà, donc ça, c'est nos 2 blocs vraiment scientifiques. On a le bloc transversal avec l'informatique et l'utilisation des usages numériques, expression et communication, et puis l'anglais. Le bloc autour de l'activité physique et sportive, le bloc 6, dans lequel ils vont retrouver une spécialité sportive. Donc normalement, les étudiants, quand ils viennent chez nous, ils ont une spécialité. Donc c'est une activité sportive dans laquelle on les encourage à être licenciés dans un club fédéral ou en tout cas, ils ont une pratique UNSS, ils ont eu une pratique UNSS intensive, importante. En tout cas, ils ne sont pas experts, mais ils connaissent cette activité-là, c'est-à-dire qu'ils la pratiquent et ils ont les outils un petit peu pour connaître la pratique du club, etc. Donc ça, c'est la spécialité sportive. Et puis, parce qu'ils vont être amenés à intervenir dans des milieux différents et avec des publics différents, on va approfondir 3 autres activités sportives qu'ils ne choisiront pas et qui relèvent de champs de compétences différents. Par exemple, si vous êtes spécialiste athlé, vous n'aurez pas un approfondissement athlé. Vous aurez peut-être du cirque, peut-être de la boxe, peut-être du kayak, peut-être de l'escalade, peut-être du rugby, du foot, etc. Vous en aurez 3 de plus. Donc, au-delà d'être qualifié dans son activité, il faut accepter de s'engager dans toute autre activité physique et sportive proposée. Vous voyez, en plus, c'est beaucoup de crédits. Et puis, avec du coup cette formation-là, on a évidemment tout ce qui est tutorat et remise à niveau qui est mis en place, dispositif d'aide à la réussite quotidien pour nos étudiants. Voilà, on pourra y revenir peut-être si vous avez des questions. Pour valider leur année, les étudiants doivent valider l'ensemble des blocs. Et ils doivent pour valider un bloc, ils doivent avoir la moyenne à ce bloc, avec, attention, une petite alerte, certains blocs ont des notes seuil.
Donc alerte rouge là sur le bloc 4 et bloc 6.1, 6.2. Vous voyez que ces blocs-là, ils ont des notes seuil à 8. Donc non seulement il faut avoir la moyenne à l'année, mais en plus il faut avoir eu au moins 8 dans ces blocs-là. Voilà. Si on s'attarde un petit peu à la licence accès santé, donc la LAS 1, donc c'est une voie d'accès en deuxième année d'études de santé. C'est une possibilité pour nos étudiants. Pour nous, c'est souvent recherché pour les formations kiné, on y reviendra aussi, mais c'est cette opportunité-là. Donc ces étudiants-là, ils ont la même formation en majeur, mais ils vont avoir, donc on leur enlève le bloc transversal et ils ont leur mineur santé à aller passer ici. Donc s'ils ont une LAS complète, je ne sais pas si vous maîtrisez tout ça, là, vous êtes bien plus calés que moi, je pense, mais s'ils ont une LAS complète, ils vont avoir les 2 mineurs à passer en santé la même année, et sinon, s'ils sont sur une LAS incomplète, nous, on leur donne un approfondissement sportif pour remplacer les crédits de leur mineur incomplète. Voilà, donc c'est des étudiants. Alors, on n'a que 30 places pour cette formation-là, donc c'est assez sélectif. Voilà, c'est des étudiants qui sont en réussite chez nous et qui sont vraiment dans une dynamique de travail poussée, qui réussissent tant sur les blocs sportifs que scientifiques. Donc dans ce cadre-là, de la même manière, avec une approche par compétences, ils vont devoir valider leur année en ayant évidemment la moyenne à l'année, mais aussi en validant les blocs et en passant par leur petite note seuil, là sur le bloc 6.1 et 6.2. Ils auront alors l'opportunité soit de poursuivre chez nous en L2, en LAS 2, ou bien d'aller passer leur concours et puis de réussir selon les résultats. Ils pourront présenter ou pas le concours. Je vous ai dit tout à l'heure que nos étudiants devaient avoir une spécialité sportive. On ne peut pas présenter toutes les spécialités sportives et on est bien conscient des difficultés que parfois ça peut poser pour eux. On fait au mieux, mais en tout cas, ils ont quand même une offre assez large de spécialités sportives. Et connaître cette offre au plus tôt, ça leur permet aussi de mieux préparer cet enseignement-là. C'est-à-dire que si je suis, je ne sais pas moi, spécialiste triathlon ou trail, il n'y a pas cette UE-là, il n'y a pas cette spécialité-là. Mais peut-être que je vais me rapprocher de l'athlétisme ou bien du cyclisme ou bien du vélo ou bien de la natation. Voilà. C'est quelque chose qui s'anticipe aussi lorsqu'on connaît l'offre de formation en termes de spécialité sportive. Voilà, donc à transmettre. Et puis sur les approfondissements, là encore, c'est 3 approfondissements qui sont imposés, qui relèvent de familles de polyvalence qui sont différentes, et les étudiants seront confrontés à 3 approfondissements différents. Donc vous avez un premier groupe, là, athlétisme, basket, hip-hop, rugby, volleyball. Un deuxième, art du cirque, badminton, handball, natation, tennis. Et puis un troisième, foot, gymnastique, musculation, haltérophilie, qui se développe de plus en plus. Et puis lutte et tennis de table. Ah ben voilà. Ouais. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Alors, on vous présentera tout à l'heure les critères de sélection. On va rentrer dessus.
on a quand même l'indicateur qu'on donne en spécialité, c'est à minima d'être licencié en club sportif et investi dans sa pratique. Ce n'est pas un niveau de performance. D'accord? Pour choisir l'aspect. Ah oui. Alors ça, on y revient après. Ok. C'est pas les mêmes spécialités. Oui. Alors bonjour à tous et à toutes. Je me présente Loïc Zerdaïli, ancien professeur d'EPS, aujourd'hui maître de conférence en STAPS, après avoir été maître de conférence en sciences de l'éducation à l'INSPE de Dijon. Je suis aussi responsable ici à l'UFR STAPS du département éducation et motricité. Donc c'est toute la filière qui mène vers le professorat d'EPS. Et donc je suis ravi de m'adresser à vous et je remercie la direction du temps accordé pour vous parler. Je profite d'une petite fenêtre pour vous parler d'une problématique, d'une question, d'une préoccupation. Chacun mettra le curseur et chacune mettra le curseur où il souhaite, où elle le souhaite, sur la question du genre des STAPS. Alors c'est une question d'orientation, c'est pour ça qu'on se permet de vous la présenter. Et alors mon diapo ne fonctionne pas forcément, hein, donc je vais vous avez la diapo centrale et puis on n'aura pas le détail, mais je vais essayer de le commenter du mieux possible. Pourquoi je souhaitais moi intervenir devant vous aujourd'hui? C'était pour vous partager quelques chiffres pour rappeler qu'aujourd'hui l'enseignement de l'EPS en France est majoritairement exercé par des hommes. On est sur un ratio de l'ordre de 60% d'hommes profs d'EPS pour 40% de femmes, alors que l'on sait que dans le second degré, les chiffres sont inversés et les femmes sont plus nombreuses que les hommes, toutes disciplines confondues, premier et second degré confondus. Alors ça nous avait amené à poser une double question en travaillant sur des projets de recherche, la question de la mixité et la question de l'égalité. Et c'est d'autant plus important, me semble-t-il, dans l'espace scolaire, notamment en lien avec la dernière convention interministérielle pour l'égalité entre les filles et les garçons, les femmes et les hommes, dans le système éducatif qui insiste, l'un des axes de travail est de travailler à une plus grande mixité des filières de formation. Alors, partant de ces chiffres sur le professorat d'EPS, moi, mes travaux de recherche portent sur l'histoire des femmes enseignantes d'éducation physique et sportive en particulier. Et j'ai travaillé sur les concours de recrutement notamment. Alors peut-être le savez-vous, mais dans l'histoire des concours de recrutement, il y a eu deux concours. Alors lorsque tous les concours deviennent mixtes en 1976, il y a deux concours qui restent séparés selon le sexe. Ce sont les profs d'EPS d'un côté et à l'époque les instituteurs, institutrices de l'autre. Les raisons qui étaient avancées, c'était que si l'on bascule vers la mixité, à terme, il n'y aura plus de femmes du côté des professeurs d'EPS et inversement, il n'y aura plus d'hommes du côté des professeurs des écoles aujourd'hui. Alors, les deux concours ont été... lorsque la mixité s'impose en 1976, ces deux concours restent séparés selon le sexe. Et je vous passe les détails, mais c'est la juridiction européenne qui va imposer le passage à la mixité pour ces deux concours à la fin des années 80. Et donc, à partir du moment où le concours devient unique pour les hommes et pour les femmes, notamment dans le cadre de l'EPS, s'est posée la question des effets de la mixité. Et qu'est-ce que l'on observe sur la moyenne durée? Alors, quand je parlerai de moyenne durée, c'est début des années 90 à nos jours. Eh bien, on observe une progressive masculinisation, alors quantitativement parlant, et là je reprends les termes de l'ADEPE, du ministère de l'Éducation nationale, une masculinisation du professorat d'EPS, quantitativement parlant, en particulier depuis le début des années 2000. Alors jusqu'à la fin des années 80, pour que vous ayez bien en tête les ratios, on était sur un recrutement de l'ordre de 50% de femmes pour 50% d'hommes. Aujourd'hui, au professorat d'EPS, le ratio tend plutôt vers 70% d'hommes pour 30% de femmes. Un peu moins sur les derniers concours, on se rapproche d'un 60-40, mais l'ADEPE alertait en 2010, dans un rapport remis au ministère de l'Éducation nationale, sur cet état de fait. Alors, c'est un exemple... c'est un cas particulier, c'était le titre de ma deuxième diapo, c'est l'exemple du CAPEPS, puisqu'on sait que les STAPS ne sont pas que le professorat d'EPS, mais c'est un exemple qui du coup pose la question de l'orientation. Moi, sur cet axe-là, partant de ce constat-là, j'ai travaillé sur la réussite au CAPEPS. Et ce que l'on observe, je vous donne les principaux résultats, les femmes en STAPS réussissent mieux, en tout cas au professorat d'EPS, que les hommes, et à tout niveau du concours d'admissibilité. Non seulement elles résistent mieux aux épreuves d'admissibilité, qui sont des épreuves écrites, mais elles résistent mieux aussi que les garçons aux épreuves orales et physiques, donc sur la ligne d'arrivée.
Donc la question qui se pose, ce n'est pas la question de la réussite sur la ligne d'arrivée, c'est la question du nombre de candidatures. Et des candidatures qui peuvent être différenciées selon le sexe. Et là, quand on regarde à l'échelle des STAPS, qu'est-ce que l'on observe? Eh bien, en fait, c'est que cette masculinisation récente et croissante du professorat d'EPS est plus largement le signe d'une masculinisation récente et croissante, enfin, d'une masculinisation en tout cas affirmée de la filière de formation STAPS. Et là, je reprends les chiffres de la C3D. Alors, la C3D, c'est la conférence des directeurs et directrices des UFR STAPS en France, et qui montre que ce ratio de 70-30, tu me corrigeras Jean-Christophe, est le ratio à l'entrée en STAPS. Donc en L1 STAPS, on retrouve 70% de garçons pour 30% de filles. Et quand on regarde, donc la question, c'est pas tant l'orientation en STAPS au sein de la filière STAPS, puisque là, on va retrouver alors, sur les 4 grandes filières de formation, le professorat, enfin enseignement, il y a filière activité physique adaptée et santé, où l'on va retrouver davantage de filles par rapport à la moyenne. Inversement, du côté du management et du côté de l'entraînement, on retrouvera davantage de garçons. Bon, bref, vous le savez, vous connaissez tout ça. La question des orientations et des métiers qui seraient dits féminins, d'autres dits masculins. En tout cas, la féminisation, ces questions d'orientation et de masculinisation, féminisation professionnelle. Donc, je voulais insister on a continué à travailler. En fait, on a déplacé la question, non pas sur l'orientation en STAPS au cours des STAPS, mais sur la question de l'orientation vers les STAPS. Et vous me voyez venir, puisque le nœud du problème se situe principalement lors de l'orientation à la fin du second degré vers les études supérieures. Donc c'est là que se joue un certain nombre de choses par rapport à ça. Et alors, bon, je passe sur qu'est-ce que l'on retrouve. Si on regarde juste les textes, la convention interministérielle, sur s'orienter vers une plus grande mixité des filières de formation, on voit bien qu'il y a un travail autour des modèles. Voilà, si à terme, puis c'était les débats des années 80-90, si à terme il n'y a plus que des hommes qui sont profs, du coup, quelle image type est donnée par les élèves à ce métier. Donc il y a des choses autour de cela dans la convention interministérielle. On retrouve aussi, je me fais l'écho d'un rapport qui est assez récent, qui a été réalisé par une collègue ici, Cécile Autogali, qui est chercheuse à l'Université Lyon 1 et qui a travaillé sur les souhaits d'orientation et en particulier la sportivité des élèves de lycée. Et qu'est-ce qui ressort de son rapport d'enquête? C'est que, pour moi, le plus gros résultat, c'est le suivant, c'est qu'à sportivité égale, et à sportivité objective égale, c'est-à-dire pour des filles ou des garçons qui pratiqueraient dans les mêmes proportions, dans les mêmes volumes, avec les mêmes répétitions, donc à sportivité égale pour les élèves de lycée, eh bien, les filles ont tendance à se considérer moins sportives que les garçons, et cela étant croisé avec d'autres variables dans le rapport, amène à questionner l'orientation. Finalement, c'est une orientation pourrions-nous dire, quasi impossible, plus difficile pour elles que pour eux. Et tout cela à sportivité égale. Alors, il y avait des éléments, je crois, sur l'entrée en L1, sur les activités physiques. Donc, voilà. Donc, je voulais, moi, quand même insister là-dessus, sensibiliser, en tout cas, essayer de diffuser un discours de sensibilisation, puisqu'il me semble que les chefs et les chefs d'établissement, les collègues professeurs d'EPS dans les établissements du second degré ont un rôle très important de ce point de vue, et notamment pour œuvrer à la réussite, à l'atteinte de cette convention, d'un de ces objectifs de la Convention interministérielle pour l'égalité, qui, je le rappelle, a été signé et par le ministère de l'Éducation nationale et par le ministère de l'Enseignement supérieur. Voilà, je termine. Je laisserai quelques prospectus. S'il y en a qui sont intéressés, nous avons une formation courte à destination des profs d'EPS notamment. Et donc je laisserai qui s'appelle l'AU, lutte contre les discriminations et violences de genre dans le sport et en éducation physique en particulier. Voilà, je ne sais pas s'il y a des questions, mais je crois qu'on m'avait laissé 10 petites minutes et je dois être à peu près à ça. Dans votre équipe, alors, vous avez le ratio des profs comme bonne représentation? Alors, je pense que l'université... Alors là, on est à peu près sur une... Non, mais l'université n'est pas le bon exemple, puisqu'on voit bien que au fur et à mesure que l'on monte dans les postes, notamment au sein de l'université, eh bien, malheureusement, la présence... Ouais. Bien sûr.
Tu veux prendre le... Moi, Après, en termes de répartition des compétences littéraires et scientifiques dans Parcoursup, sont pris à la même hauteur, quoi. C'est-à-dire qu'on ne valorise pas davantage la compétence scientifique par rapport à la compétence littéraire. Et du coup, a priori, voilà. Moi, ça étonne tout le monde. Hein. Le jour où j'étais avec le président, il me dit ouais, bon, ça joue 50% de garçons, 50% de filles. Et il me dit, mais ça, je ne comprenais pas. Pour lui, c'était évident qu'il y avait une. Il n'y a pas de. il faudrait faire passer le micro à la salle pour mettre des questions, apparemment, parce que c'est fini. Si, les spécialités sont pondérées, mais elles sont organisées quand même en spécialités littéraires, qui sont partie du bloc littéraire et scientifique. Et les deux sont pris en compte à hauteur égale. Et du coup, il n'y a pas de raison pour que ce soit pas, qu'on n'obtienne pas un peu plus de filles dans les formations. Et c'est vraiment, enfin, c'est quelque chose sur lequel on insiste. C'est un message qu'on Loïc l'a souligné, mais on aimerait bien qu'il y ait plus de filles dans nos formations. Et elles réussissent bien. C'est ça le message qu'il faut envoyer. Et voilà. Hein, c'est pas réservé aux garçons sportifs. Voilà, d'autant plus qu'on est sur l'intervention. Et du coup, ça c'est un point important. Il y avait une question. Une autre question ? Si, chez les basses, c'est l'as, c'est plus féminin. Le micro. La question, c'est est-ce que la répartition filles-garçons s'inverse dans les formations là, c'est pas oui. Oui. Complètement. Oui, complètement. C'est exactement ça, oui. Peut-être que ça m'a fait penser à quelque chose. Tout à l'heure, je vous disais, notre formation, elle est scientifique. Scientifique, c'est pas que anatomie, physiologie. Et dans notre message, attention, les jeunes, des fois, ont du mal à se dire tout ce qui est compétences littéraires, ça relève des compétences scientifiques. Donc, il faut bien être vigilant. Vous avez vu l'histoire, les formations à l'intervention, c'est 6 crédits, ça a du poids, vraiment, de la même manière que l'anatomie et la physiologie. C'était juste par rapport à l'intervention de tout à l'heure, je me disais, j'ai bien dit que c'était scientifique, mais attention, je parlais aussi... Ouais, en L2, on a bioméca, neurosciences, et puis de l'autre côté, on a psycho et sociaux. Vous voyez, c'est quand même équilibré en termes de répartition. Bien, merci de votre accueil. Je laisserai quelques prospectus en sortant pour la formation à destination des professionnels enseignants. Merci. On va également vous faire une présentation des formations courtes, notamment les DUST. Et bon, on a pas mal d'étudiants en DUST. Et c'est Léa qui va vous faire la présentation. Bonjour à toutes et à tous. Oui, du coup, les formations courtes, je vais plus insister sur les DUST aujourd'hui parce qu'on est à destination donc, des élèves de terminale. Alors, un DUST, donc le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques, donc c'est pas super connu, donc je ne sais pas si vous le connaissez ou pas comme diplôme. C'est un diplôme en 2 ans. Donc un Bac+2 qui délivre aussi la carte professionnelle comme le DUG en formation ordinaire. Alors le DUST peut se faire en formation initiale, donc comme une licence ordinaire, mais aussi et surtout en alternance. C'est ce que nous faisons beaucoup à STAPS, l'alternance, mais aussi le contrat de professionnalisation et pour certains DUST, la formation continue, parce qu'on est en formation tout au long de la vie pour les formations professionnelles.
L'avantage en fait des formations professionnalisantes, c'est vraiment l'acquisition de compétences et de connaissances durant les 2 années de formation, car les calendriers sont vraiment faits pour travailler avec les professionnels des secteurs privilégiés par nos DUST. Pardon. Et donc l'objectif, c'est vraiment l'insertion rapide en milieu professionnel. C'est-à-dire que la poursuite d'études, on le verra, est possible, mais le but en fait d'un DUST, c'est vraiment de pouvoir rentrer dans le monde professionnel après les 2 ans de diplôme. Nous avons aussi en formation professionnelle les licences professionnelles, comme on l'a vu avec les LMD. Donc ça peut être à la suite d'un L2, mais ça peut surtout être à la suite d'un DUST. Parce que ça peut être la continuité en fait de la formation. Donc les DUST permettent l'encadrement de plusieurs activités physiques et sportives, comme je le disais avec la délivrance de la carte pro. Donc on a 2 parcours en DUST, je pense qu'on les verra tout à l'heure. Donc on a le DUST AGAPS, donc c'est l'animation et la gestion des activités physiques, sportives et culturelles, et le DUST métier de la forme, qui donc permettent de pouvoir encadrer des publics ordinaires, on va dire, sur des activités bien particulières. Donc ça va être des activités sportives, mais ça va aussi être en MJC, par exemple. Ça permet également la gestion et le pilotage d'entreprises ou de projets. Donc ça veut dire que certes, avec un DUST, on peut commencer sa carrière en étant encadrant sportif, animateur, mais ça permet aussi d'avoir les compétences nécessaires pour, pourquoi pas, diriger une entreprise. Et c'est d'ailleurs ce que font beaucoup de nos étudiants à la suite de leur DUST et de leur alternance, de prendre en main, voire la direction d'entreprise. Donc, comme je le disais, le diplôme il est ouvert en formation initiale avec des stages, mais surtout en apprentissage et en formation continue. Donc, les effectifs de nos promotions sont réduits, c'est-à-dire que notre plus gros DUST, il y a 60 étudiants dans sa promotion, et sinon, c'est aux alentours de 20 à 30 étudiants. Donc, c'est vraiment des promotions qui peuvent ressembler en fait à des classes de lycée, et où les étudiants sont vraiment hyper accompagnés dans une vraie personnalisation en fait, de leur formation. Il y a une sélection à l'entrée sur Parcoursup, donc peut-être qu'on reviendra dessus, ou moi je vais en dire 2 mots, même si ça a un petit peu changé là pour cette année. Mais donc la formation est sélective sur Parcoursup, c'est-à-dire que tous les dossiers sont regardés, tous les dossiers validés sont regardés par les jurys. Et il y a aussi des épreuves de sélection à l'entrée des DUST. Donc il peut y avoir des sélections avec des attestations de performance. Je pense aux DUST activités aquatiques, où on demande des performances donc, en natation. Et aussi des questionnaires pour avoir des réponses plus approfondies sur les étudiants, pour avoir plus leur profil. Il faut aussi savoir que donc, les DUST font des périodes dans le milieu professionnel très importantes. Par an, les stages sont de 400 heures minimum. Et en alternance, ça peut aller des fois à 6 mois, voire 8 mois en entreprise. Donc vraiment, il y a une insertion complète dans le milieu pro, et il y a aussi à l'université des intervenants du monde professionnel qui viennent faire cours et faire des conférences à nos étudiants. Voilà. Merci. Un petit point sur l'alternance, parce que je ne sais pas si tout le monde est bien au fait de l'alternance à l'université en tout cas. Donc, il n'y a aucun frais d'inscription pour les étudiants, si ce n'est la CVEC qui est obligatoire. Il y a une rémunération durant toute la durée de la formation. Donc, comme vous le savez, il y a des grilles salariales qui sont imposées aux employeurs, qui sont indexées sur le SMIC. Donc, par rapport à l'âge de l'étudiant quand il signe son contrat et à l'année de sa formation, il va être rémunéré. Donc, il est rémunéré même quand il est à la fac, évidemment. Il est rémunéré sur 24 mois. Il a les mêmes droits que tous les autres salariés, c'est-à-dire qu'il va cotiser pour sa retraite, il a le droit au congé payé, mais pas à les poser pendant les temps de fac, ça c'est interdit. Ça lui permet aussi de se faire connaître et reconnaître dans les milieux pro.
On sait que dans ces branches-là, c'est des petits milieux. Quand on parlait des MJC, des centres de culture, on pense aux stations de ski, on pense aux piscines. C'est des milieux où beaucoup de gens se connaissent entre eux, donc ça permet de se faire un réseau, de se faire un petit carnet d'adresses pour commencer sa vie active. Voilà. Et donc, pour les employeurs, il y a également des avantages. Il y a forcément former les jeunes. Et dans beaucoup de cas, on propose des CDD, voire des CDI aux alternants à la suite des 2 années de formation. Il n'y a pas de frais de formation pour les employeurs. Tout est pris en charge. Et jusqu'en décembre 2024, on verra avec le nouveau gouvernement qui arrivera, il y a une aide de l'État qui est actuellement de 6 000 €, donc sur la première année. On a entendu parler de 4 500 € pour l'année prochaine. On va voir à quelle sauce on va être mangé. Mais en tout cas, nous, à l'UFR STAPS de Lyon 1, aide de l'État ou pas aide de l'État, on continuera sur l'alternance parce que c'est quelque chose à laquelle on croit énormément et qui marche énormément pour nos étudiants en DUST, mais également en licence pro et en master par la suite. Donc c'est vraiment sur ça qu'on arrive à recruter en fait nos étudiants dans ces formations courtes parce que ça donne un réel sens en fait à leurs études. Pour nos critères de sélection, on parlait des résultats scolaires des spécialités. Je ne sais plus qui est-ce qui posait la question. On regarde un petit peu moins qu'en LMD les résultats scolaires et les spécialités choisies. Ce qui est beaucoup regardé, c'est le projet professionnel de l'étudiant et son expérience dans la formation. Voilà, merci, c'est parfait, c'était les sélections. Donc là, je parle de tout ce qui est Parcoursup, mais ça, peut-être que Fabienne t'en parlera bien mieux que moi, parce que c'est la même chose. Là, c'est les dates de Parcoursup. Donc la formulation des vœux, l'examen des dossiers, la publication des résultats. Ça ne change pas par rapport à la LMD. Et voilà, nos DUST, enfin, j'en parle. Donc, comme je le disais, on a d'abord le DUST métier de la forme. Donc, ce DUST métier de la forme, il va être à destination de tous les étudiants qui aimeraient devenir coach sportif, notamment. On va avoir beaucoup d'alternance dans les salles de sport. La part fitness est notre meilleure amie. Mais ça va aussi être des coachs personnalisés, par exemple. Donc, pareil, sur 2 ans, minimum 400 heures de stage et de l'insertion en entreprise. On est en partenariat avec énormément en fait, de salles de sport pour ça. Et donc le DUST animation et gestion des activités physiques, sportives et ou culturelles. Donc on a 4 parcours. Je vais commencer par le bas. On a le parcours animation. Donc le parcours animation, on parlait du BAFA tout à l'heure, il me semble. C'est vraiment donc, sur 2 ans pour devenir encadrant et animateur en MJC, mais surtout ce qu'ouvre ce DUST, c'est la direction des MJC, des centres culturels. Donc là, on a beaucoup d'étudiants en fait, de Lyon et de ses alentours qui viennent, parce que je n'ai pas précisé, mais sur Parcoursup, c'est national notre recrutement. Mais là, pour le DUST Animation, on a beaucoup d'étudiants qui viennent de la région. De nos MJC, on travaille énormément avec la ville de Lyon, de Villeurbanne, de Vénissieux et de Bron, surtout. On a l'activité de pleine nature qui, là, permet une saisonnalité. Ça va être un DUST où l'hiver, les étudiants peuvent faire le DE de ski alpin, donc devenir moniteur ou pisteur, et de ski de fond. Et l'été, devenir encadrant en escalade, eau vive, voile ou VTT. Il y a aussi de l'annualisation, donc on peut faire un sport estival toute l'année. Je pense notamment à l'escalade, on est en partenariat privilégié avec Climb Up. Ou si vous grimpez dans les salles Climb Up, vous avez sûrement des alternants du DUST, activité de pleine nature de Lyon 1. Voilà. On a le DUST agent de développement de clubs sportifs qui lui est un peu particulier parce qu'il se fait surtout à distance, en hybride, où il y a il y a un regroupement par mois. Il porte très bien son nom. Voilà, c'est vraiment ça va en fait avec la filière management de la LMD, où c'est vraiment pour la gestion de clubs sportifs et leur développement. Donc là, on va beaucoup bosser avec des petites assos, notamment des clubs de foot, clubs de basket. On bosse beaucoup avec le Loup à Lyon ou l'OL. Et on a le parcours activité aquatique qui permet notamment de devenir maître nageur sauveteur, donc avec l'acquisition du BNSSA.
où là, on travaille énormément avec donc les piscines de la région. Si vous avez des spé-natations dans vos établissements, vraiment, n'hésitez pas à en parler à vos étudiants, parce que c'est un secteur qui recrute énormément et qui paye très bien, je tiens à le dire. Voilà, comme sa recherche, ça paye très bien. Donc, si jamais vous avez des étudiants, des élèves qui pourraient être intéressés par ce DUST, n'hésitez pas, on sera présent à la journée porte ouverte le 23 janvier, il me semble. On sera présent pour vous présenter cette formation parce que c'est une formation qui tend à être connue, étant donné la professionnalisation qu'il y a derrière. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions? C'est encore toi. Ah oui, pardon. Donc la question c'est, est-ce que le jeune, quand il se présente sur Parcoursup, doit avoir son alternance, une promesse d'alternance déjà? C'est ça votre question? Alors c'est un plus, on ne va pas se mentir. Si le jeune, dans sa lettre de motivation Parcoursup, nous indique qu'il a déjà une promesse de stage ou d'alternance, on ne va pas se mentir, c'est un plus. Par contre, ce n'est pas du tout une prérogative qu'on demande, au contraire. On les inscrit très régulièrement en formation initiale et ensuite on les aide, on les invite à chercher leur alternance. Il y en a aussi qui deviennent alternants au bout de la 2e année, qui d'abord commencent leur première année en formation initiale, qui apprennent à bien connaître la formation, qui font leur stage et c'est ensuite leur lieu de stage souvent qui va leur dire « Attendez, on vous propose une alternance pour votre 2e année ». Donc ce n'est pas une obligation, mais c'est un plus. Oui, pardon. Alors la question c'est, est-ce qu'on fait des études d'insertion? On en fait pour les DUST, mais aussi pour les licences, il me semble. Oui, c'est Lyon 1, l'université s'en occupe. On en fait au bout de 6 mois et de 24 mois, il me semble, si je ne me trompe pas. Et, alors, je vais parler pour les DUST. Il y a un taux d'insertion qui, alors j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais qui est à 75% après les DUST. Et il y a 15% qui continuent leurs études. Donc c'est pas énorme et en même temps on ne tend pas vers ça. Et quand ils continuent leurs études, là, alors cette année on a eu une exception, on a eu 2 ou 3 étudiants qui sont allés en L3 ordinaire, en L3 APA et en L3 éducation et motricité, mais ils vont souvent vers des licences professionnelles ou des diplômes universitaires. Voilà. Oui. Oui, je voulais savoir sur les profils des jeunes qui sont au niveau bac, vous prenez les bacs généraux, et est-ce que vous prenez aussi techno? On prend tous les bacs. Même on prend tout. D'accord. Et j'ai compris que c'était le projet qui comptait, le sport qui comptait, quoi, ce qui se faisait à l'extérieur, mais au niveau des profils, vous n'avez pas de... N'importe qui, quoi. Je veux dire, vous n'avez pas de sélection, quoi. En fait, en fait, quand je dis qu'on prend n'importe qui, c'est pas le cas, parce que comme c'est sélectif, on a entre 20 et 60 places, donc on ne prend pas n'importe qui. Par contre, le bac, c'est pas du tout ce qu'on regarde en premier. Que l'élève soit en bac professionnel, général ou technologique, je vous avoue que c'est pas ça qui va être décisionnaire. On fait passer en fait des questionnaires, ça c'est une épreuve écrite en fait, qu'on fait pour les sélections Parcoursup, ou pour s'intéresser beaucoup plus au projet professionnel de l'étudiant, du futur étudiant. Donc ça veut dire, par exemple, je prends l'activité de pleine nature qu'on a vue tout à l'heure. Si l'étudiant il ne fait pas de ski et il ne fait aucune des 4 bivalences que l'on propose et qu'il a niveau 0 malheureusement, on ne le prendra pas. Parce que il y aura d'autres étudiants qui auront plus le profil et ce sera cet étudiant qu'on prendra. Le DUST activité aquatique, on demande une attestation de performance sur 400 mètres. Si l'étudiant n'y arrive pas, on ne le prend pas. Par contre, agent de développement sportif, là, pour ce DUST-là, ça va être dans l'épreuve écrite, savoir quelle a été son implication associative ou fédérale dans sa vie, dans sa jeune vie. Et c'est là aussi, c'est ça qui va faire la différence. Après, on va regarder les notes pour être sûr et certain que l'étudiant aura le bac. Très souvent. Si l'étudiant il a 8 de moyenne partout, on ne prendra sûrement pas.
par rapport à d'autres. Après, on fait un classement aussi, donc voilà, on fait des listes complémentaires. J'avais un peu la même question, mais c'était sur STAPS, parce qu'on avait dit on parlerait des spécialités qui sont recommandées, puis finalement on va parler ici. Ça va venir. Juste après. On garde la check pour la fin. Tout le monde va bien. Ah, alors en fait, ça c'est une disposition particulière de l'université. En fait, il faut faire ce qu'on appelle une VAP, une validation d'acquis personnels et professionnels. Et ça peut être n'importe qui le fait, effectivement, qui n'a pas son bac. Parce que pour entrer en DUST, la seule clé, c'est le bac. Et cette VAP, VAPP, peut permettre de rentrer en DUST métier de la forme, mais aussi en DUST AGAPS d'ailleurs. C'est une demande qui doit être faite à un service bien particulier, mais l'UFR STAPS peut tout à fait accompagner pas des élèves du coup, mais des personnes dans ce cas-là. Notamment, on le fait beaucoup, ça je vous le dis parce que je crois qu'il y a beaucoup de CEN ici, des CIO. On le fait aussi pour les licences professionnelles, beaucoup. On fait beaucoup de VAPP parce que pour entrer en licence professionnelle, il faut un bac plus 2 normalement. Et les demandes de VAPP sont de plus en plus nombreuses et on accepte, c'est les responsables pédagogiques qui donnent leur validation ou pas par rapport au profil. Et ça va être souvent les reprises d'études, par exemple. On a une licence professionnelle SVAPA, donc c'est en santé vieillissement, en activité physique adaptée. Beaucoup de personnes aides-soignantes qui ont bossé dans des EHPAD notamment, mais qui n'ont pas forcément de bac plus 2, pour leur reconversion, veulent faire cette licence et on leur donne le VAP et donc ils peuvent rentrer en bac plus 3 directement. Voilà. J'ai trop de questions. Bonjour, j'aurais voulu savoir la différence entre le DUST et le diplôme de et le BP. Voilà, les DES GEPS. Ah là là. Ah là là. Bah nous, c'est un diplôme universitaire, voilà, c'est un diplôme national qui est public, qui est fait par dans des enseignants du secteur public. Et le BP, c'est souvent privé. Alors après, pour certaines formations, je vais être hyper transparente, il n'y a pas non plus énormément de différence. Nous, ça donne un bac plus 2. Un BP, non. Un BP, c'est même pas l'équivalent du bac. Ah, le DS, je crois que c'est bac plus 2. Pour moi, il y a le DGEPS. Après, je connais pas de DGEPS qui font activité de pleine nature, par exemple. Voilà, je pense que c'est ça aussi les différences. Après, nous, voilà, c'est un diplôme universitaire national. Et c'est le secteur public. Voilà. Qui coûte un peu moins cher, quand même. Alors, à un moment, vous avez parlé dans l'insertion professionnelle à l'issue d'étudiants qui allaient en entreprise, voire gérer leur entreprise. Oui. Alors, c'est-à-dire, précisément, c'est quoi une entreprise Comme forme d'entreprise. Ouais. Par exemple, on va avoir en DUST métier de la forme des personnes qui vont ouvrir leur propre salle de sport, clairement. En activité de pleine nature, on va avoir, c'est un profil dont je n'ai pas parlé, mais on a des skiman, donc des personnes qui bossent dans les shops de ski, enfin ceux qui vendent les skis et les accessoires de ski, qui vont ouvrir leur propre ski shop. Ou alors qui vont prendre la direction ou la responsabilité d'un ski shop, parce que ça ne se fait pas comme ça à la sortie du DUST. Et alors après, dans la gestion d'entreprise, on va avoir dans l'animation, dans le DUST animation, la direction de MJC ou de centre culturel beaucoup. Voilà. Et à l'issue du bac plus 2, on a énormément d'étudiants qui deviennent directeurs de centre culturel. C'est une petite fierté. Voilà. Merci. Combien de candidatures sur le DUST? Alors ça va dépendre des DUST. Il y en a qui ont beaucoup de demandes. Je pense à activité de pleine nature. Je ne sais pas qui est-ce qui a posé la question, je regarde un peu par là, mais... Ah, bonjour. Je pense à l'activité de pleine nature. On a beaucoup de candidatures, mais parce qu'on cible aussi beaucoup les lycées professionnels des montagnes. On fait notre recrutement aussi en amont. On a aussi beaucoup de demandes en animation. Beaucoup d'étudiants, d'élèves qui ont passé le BAFA notamment, qui ont aimé faire ça, qui se tournent vers le DUST animation parce que aussi ils côtoient énormément d'étudiants qui étaient en DUST animation, qui sont devenus justement leur animateur ou leur directeur.
Donc ça va être 400 à 500 candidatures. Agent de développement, club sportif également, métier de la forme aussi. Cette activité aquatique, on en a un petit peu moins, mais il y en a quand même. Mais un petit peu moins. Sur le test aqua, je ne cache pas, on a du mal à remplir. Oui, mais c'est vachement bien. Et pourtant, il y a du boulot à la sortie. Mais bon, je sais pas, c'est par méconnaissance aussi, je pense, de la possibilité. Et puis la concurrence. Et la concurrence avec les BPGEPS, justement, dont on parlait. Pour devenir MNS, un BPGEPS, c'est 8 mois et un Dust Aqua, c'est 2 ans. Après, le Dust Aqua, il y a aussi des cours de gestion. Il n'y a pas que des cours de maître nageur, enfin, qui sont destinés à et il n'y a pas que maître nageur en Dust Aqua, il y a aussi tout ce qui est aqua fitness, les bébés nageurs, enfin voilà. Donc c'est pas que maître nageur sauveteur, c'est aussi être animateur dans le domaine aquatique. Ah, il y a une question derrière, mais je n'arrive pas. Il me semble que vous en aviez un petit peu parlé, mais en termes de niveau requis, au niveau des aptitudes physiques, c'est quoi, par exemple, pour le DUST, activité aquatique ou encore... Alors, activité aquatique, j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Il me semble qu'on demande un 400 mètres en 7 minutes, mais j'ai peur de dire une bêtise. Je sais pas si ça se vaut, 400 mètres. Donc, on demande 400 mètres en 7 minutes, et c'est la seule attestation qu'on demande pour être sûr que déjà ils savent nager, et que ils ont... bah ouais, on n'est pas à l'abri, surtout en Dust Aqua. Et que voilà, ils ont quand même les compétences nécessaires pour. Le BNSSA n'est pas obligatoire pour rentrer en formation, mais par contre, on leur fait passer pendant la formation le BNSSA. Voilà. Après, en Dust métier de la forme, il y a des épreuves. Oui, ça je l'ai pas dit. En Dust métier de la forme, il y a des épreuves de sélection physique à Lyon, enfin ici, à l'UFR STAPS. Donc il y a du fitness, il y a un cours collectif aussi. En Dust agent développement de club sportif, il n'y a pas de prérequis sportif pour le coup. En Dust animation non plus. Après c'est un plus de faire une activité physique, mais c'est pas du tout demandé. Et activité de pleine nature, là, en ski on demande un niveau au moins étoile d'or pour le ski alpin. Escalade ça va être montée 6A, 6B. Eau vive c'est pagaie verte. Voile c'est, je crois que c'est niveau 2. Et VTT, je ne sais pas parce que c'est tout nouveau. Et je n'ai pas l'info. Savoir faire du vélo. Premier prérequis. Voilà, c'est comme le Dust Aqua. Sans roulette. Sans roulette, merci. Après, peut-être qu'ils prennent. Bon, après, les étudiants, quand ils intègrent la formation, ils continuent à se former dans la pratique. Oui, bien sûr. Il y a des stages assez conséquents. Et ils gagnent énormément en pratique, que ce soit dans n'importe quelle activité sportive, en encadrement, mais aussi en pratique, parce que ils sont amenés à pratiquer et c'est souvent des stages délocalisés qui sont pas du tout ici. Et puis surtout, ils sont limités dans leur pratique. En Méditerranée, le ski, bien sûr, dans les Alpes, l'escalade un peu partout. Merci. Alors attends, je te donne ça, déjà. Wow. Comment on fait ? Merci. Merci. On vous présente nos résultats. Je vais être rapide parce que je crois que vous attendez vraiment Fabienne pour Parcoursup. Nos étudiants en LAS réussissent très bien et on est assez fiers de ça. Faut bien avoir en tête qu'on n'a que 30 places pour près de 3000 candidatures. Hein. On a 30 places. Donc autant vous dire que ceux qui viennent chez nous, ils sont hyper motivés. Parmi nos 28 étudiants en LAS 1 pour cette année, on a eu 18 étudiants qui ont présenté le concours. Ils étaient répartis ensuite comme suit. 3 étudiants qui étaient en LAS incomplète et donc qui vont poursuivre.
5 étudiants qui n'ont pas présenté le concours, qui ne sont pas inscrits, un étudiant en césure et un étudiant en abandon. Quand on regarde les résultats, on a sur nos 18 étudiants qui ont présenté le concours, 8 étudiants qui ont accédé aux études de kiné, 8 étudiants qui accèdent aux études de médecine et 2 étudiants qui vont poursuivre en L2 STAPS. Sur la poursuite d'études, on a une répartition, donc 5 étudiants qui poursuivent dans le parcours LAS pour éventuellement représenter le concours, un étudiant qui poursuit en L2 STAPS classique et 4 étudiants qui sont en réorientation. Donc parmi les 18 étudiants qui ont présenté le concours, ça nous donne 88% de réussite. Et du coup, voilà, c'est une belle réussite pour eux. C'est dur, vraiment. Donc on les félicite, évidemment. Ah oui, je me disais, c'est le... Ouais. Sur ceux qui étaient en LAS 2, cette fois-ci, on a eu, je vous passe le détail, je vous laisse lire, mais on a eu quand même 100% de réussite au concours. Donc bravo aussi à elles et eux. On a 5 étudiants qui accèdent aux études de masseur kinésithérapeute, 8 étudiants qui accèdent aux études de médecine, un étudiant en maïotique et 2 étudiants en odonto. Donc voilà, ils ont atteint leur projet et on est assez satisfait de cette formation-là. Ça booste énormément aussi nos autres étudiants. Ça donne une vraie dynamique de travail dans les amphis et dans les TDTP. Donc voilà, on est content de ça. Sur les étudiants qui souhaiteraient, donc qui sont cette fois-ci plutôt en médecine et qui viennent chercher une mineure STAPS, ces étudiants-là, donc ils viennent chercher 10 crédits chez nous, 10 ECTS, et on leur propose les enseignements qu'ils n'ont pas par ailleurs. C'est-à-dire qu'on leur enlève l'anatomie, la physio, tout ce qui est... tous les enseignements pour lesquels ils sont déjà sensibilisés en tout cas. Et donc, ils ont des enseignements de psychologie du développement, histoire du sport, et ils ont théorie des activités physiques et sportives et pratique des activités physiques et sportives. Attention, sur les pratiques, on ne propose que 2 pratiques à barème, donc de performance. Donc, natation et athlétisme demi-fond. Ce qui veut dire que s'ils choisissent la mineure STAPS, ils auront soit natation, soit demi-fond, et c'est un tirage au sort qui le déterminera. Et en aucun cas, pour aucune raison, vraiment j'insiste parce que les mails tombent en ce moment à fond, j'ai été tirée en natation et je ne sais pas nager, c'est triste, vraiment. C'est terrible en tant que formatrice, mais on n'a pas le choix. Donc on l'annonce, c'est écrit partout, mais encore certains se trompent. Donc vigilance, voilà, ou bien un handicap, une blessure sévère, hein, vraiment, quelque chose qui empêche de courir ou nager, il ne faut pas venir, vraiment. C'est vraiment se mettre en difficulté. Alors, on a des épreuves de substitution en cas de dispense pendant l'année. Hein. C'est différent. Mais voilà, on ne pourra rien faire s'ils ne savent pas nager. Ces étudiants-là donc, sont évalués sur des épreuves très courtes, très intenses, mais ça, ils savent faire. Ils ont l'habitude dans leur formation. Et vous allez le voir par la suite, ils sont aussi en réussite. On leur dispense la même chose en 18 heures de CM. C'est assez surprenant, mais en histoire et en psycho, ils ont les mêmes enseignements que nos L1, mais en 18 heures. Et puis sur les résultats, eh bien, par rapport... Alors, il y a un gros travail fait à Lyon 1 pour assurer l'équité
intermineurs, vous vous en doutez bien. Il n'y a aucun biais possible entre j'ai choisi STAPS ou bien biologie ou bien Lyon 2, autre chose. Il y a vraiment un travail qui est fait à ce niveau-là. Et nous, pour notre mineur, eh bien, on constate un taux de réussite excellent. Les étudiants réussissent à 96%. Ils réussissent en plus de mieux en mieux parce que les épreuves sont connues. Ça va faire la 3e promo là, cette année. Et c'est des étudiants qui se préparent à fond. Donc quand ils arrivent en natation, ils sont déjà bons. Quand ils arrivent en athlé, ils sont déjà bons. Quand ils arrivent en psycho, ils ont déjà lu. Voilà, c'est vraiment du travail de qualité. Et ils s'épanouissent vraiment chez nous. C'est une bouffée d'oxygène, c'est tous les jeudis. Par rapport à ce qu'ils ont tout le reste de la semaine. Ça leur fait du bien, ils sont à votre place là. Et puis on discute comme l'a fait Loïc là, d'enjeux de société et d'enjeux politiques en histoire. Ça leur change vraiment de leur formation et ça apporte vraiment de l'équilibre. Ceux qui ont cette mineure-là, ils sont souvent sensibles à la médecine du sport, kiné, etc. Voilà. Mais pas nécessairement. Tadam! Tadam! Est-ce qu'il y a des questions? C'est bon? Pas de questions sur les LASPAS? Non, ça va. Bonjour à toutes et tous. Je vais intervenir, donc je suis responsable de scolarité à l'UFR-STAPS de Lyon, évidemment, et je vais intervenir sur le processus de recrutement sur notre première année de licence STAPS. C'est un sujet que vous connaissez bien sûr, Parcoursup, mais j'avais peut-être quand même quelques précisions à vous donner. Donc c'est le moyen unique de candidater chez nous. On n'a pas de plateforme de candidature parallèle, que ce soit pour une première année de licence STAPS classique ou parcours LAS. On passe nécessairement via Parcoursup. On n'a plus non plus de rentrée décalée au mois de janvier, comme on a pu le faire pendant un certain nombre d'années. Ça fait déjà 2-3 ans qu'on a abandonné ce dispositif. Avec l'arrivée, la structuration de nos maquettes de formation, notamment en bloc de compétences, ça nous semblait beaucoup moins pertinent. Donc si vous avez des demandes à ce sujet-là, plus de rentrée possible en janvier en première année de licence. Et je rebondis sur la formation PASS avec une mineure STAPS. Bien évidemment, nous ne sommes pas en charge de recruter le public PASS mineur STAPS. C'est bien les facultés de médecine qui recrutent leurs étudiants en PASS avec les mineurs droit, histoire, EPS, voilà. Donc nous, on est vraiment sur la première année de licence. La petite différence aussi avec les formations courtes dont vous a parlé Léa tout à l'heure, c'est que le recrutement ici est non sélectif. Donc on étudie toutes les candidatures. Il n'y a pas de sélection à l'entrée comme il peut y avoir pour les DUST que vous a présenté Léa. Alors, on a des petites aides que vous pouvez communiquer aussi à vos étudiants, enfin à vos élèves. On a un questionnaire qui permet aux lycéens d'évaluer, de voir si leur profil est compatible avec la réussite en STAPS. Donc, je vous ai mis là le QR code. Je pense que le diapo sera à disposition, donc vous pourrez le récupérer. Donc, bien évidemment, les étudiants qui souhaitent candidater chez nous saisissent leurs vœux sur Parcoursup. Là, j'ai un vraiment gros focus. Attention, un étudiant qui envisage de poursuivre ses études en kiné doit nécessairement candidater en STAPS parcours, enfin en tous les cas s'il veut passer par l'UFR STAPS, en parcours LAS. Il n'y a plus, comme ça a été le cas pendant un certain nombre d'années, de possibilité d'intégrer kinésithérapie à l'issue d'une L1 STAPS classique. On a encore beaucoup trop d'étudiants qui se trompent
et qui arrivent en L1 STAPS, croyant pouvoir rejoindre kiné en deuxième année, et qui n'ont pas vu, alors que l'information est bien mentionnée sur Parcoursup, mais bon, c'est vrai que c'est dense, que voilà, c'est absolument impossible. Et là, j'insiste vraiment parce qu'on se retrouve quand même avec des publics qui se retrouvent à découvrir en septembre, octobre, que ben non, le projet de faire kiné ne sera pas possible à l'issue de la première année de licence TAPS. On va l'appeler classique. Voilà. C'était le cas pendant un certain nombre d'années. On avait 5 places réservées en kiné. Voilà. Le seul moyen à l'issue de STAPS de rejoindre kiné, si on n'est pas passé par la LAS, c'est de valider une licence STAPS et de candidater l'année d'après sur un dispositif article 25, enfin c'est un texte de loi qui permet aux étudiants titulaires d'une licence STAPS d'aller candidater en kiné, mais il y a aussi là très peu de places offertes à l'entrée. Et puis ça rallonge considérablement le processus. Alors, donc, on l'a vu tout à l'heure, on a un total de 640 places qui se répartissent avec 610 places pour la STAPS classique et la L1 classique et 30 places pour le parcours LAS. On admet prioritairement les candidats du secteur du bassin géographique de recrutement. Et notre bassin, ce sont les départements de l'Ain et du Rhône. Les étudiants du 42 vont à l'UFR STAPS de Saint-Étienne. On a aussi quelques communes nord-isère limitrophes qui sont rattachées à notre bassin de recrutement. On a énormément de questions à ce sujet pour les nord-isère. Est-ce que je dépends de STAPS Lyon ou pas? En fait, c'est très simple. Quand ils vont faire leurs vœux pour la formation, l'outil leur indiquera si oui ou non ils dépendent de notre secteur. Il suffit qu'ils saisissent le vœu pour pouvoir l'identifier. Voilà. Les communes sont peu nombreuses et ça paraît parfois décourageant pour certains parce qu'à 5 km près, certains d'entre eux dépendent de chez nous et d'autres non. Donc, voilà. Mais ce découpage-là émane du rectorat, on n'a pas la main dessus. Voilà, et donc on prend seulement 3% de candidats non résidents du secteur. Alors, ça fait, je ne sais pas, 16, 17 places par là. On va mobiliser ces places essentiellement pour des sportifs de haut niveau sur liste ministérielle, pas des sportifs de haut niveau universitaire, mais des listes ministérielles. Et donc, si on n'est pas du secteur et qu'on espère entrer chez nous, il faut avoir un excellent dossier, sinon c'est compliqué. Donc, voilà. On va aborder maintenant la question des critères généraux d'examen des vœux. Alors, ici aussi, vous avez un QR code qui vous permettra d'aller voir, mais alors dans le détail, mais vraiment menu détail, la façon dont on va étudier les candidatures et comment on va traiter chacune d'entre elles. Alors, pour entrer en STAPS, il faut avoir différentes compétences, des compétences scientifiques, des compétences littéraires. Vous voyez ici que le poids de la compétence scientifique est égal au poids de la compétence littéraire, on en a parlé tout à l'heure. Bien évidemment, des compétences sportives, mais aussi des compétences d'investissement associatif ou déjà d'encadrement sportif, et encore méthode de travail, autonomie. Bon, il y a différentes possibilités d'accéder aux études. Une compétence un peu plus faible peut être compensée par l'autre. Bon, un niveau faible de partout, c'est sûr que ça devient plus compliqué. Là, j'ai un point particulier sur le poids de la compétence scientifique qui est majoré considérablement pour l'accès au parcours LAS. Voilà. Donc, en fait, on avait la question des spécialités, parce qu'on a souvent, et vous avez sans doute souvent la question, quelle spécialité je dois choisir si je veux poursuivre en STAPS? Ce n'est pas tant la spécialité qui importe, c'est-à-dire qu'on n'a pas une sélection qui va dire n'a pas pris maths ou n'a pas pris SVT, donc moins 10 ou moins 5. C'est plutôt qu'on va aller interroger les résultats de chacun des candidats
dans les matières qui renvoient soit aux compétences littéraires, soit aux compétences scientifiques, et qu'on va aller affecter un quota de points, quota qui est pondéré en fonction du type de bac. Par exemple, une moyenne de 18 sur 20 en bac pro maths ne ramènera pas le même nombre de points qu'un 18 sur 20 en bac général maths. Voilà. Donc tout ça, c'est calibré, et c'est de cette façon-là qu'on calcule le score finalement académique de l'étudiant. S'ajoute à ça un questionnaire qui est accessible depuis Parcoursup et auquel les étudiants doivent répondre concernant tout ce qui est les compétences d'encadrement ou de pratique sportive. Sur les compétences sportives, on va interroger les résultats académiques de l'EPS en établissement, mais aussi leur pratique sportive personnelle. Et ici, bien sûr, ils vont devoir attester des réponses qu'ils vont nous communiquer. Donc, la pratique sportive personnelle a quand même un impact, c'est-à-dire qu'on glanera plus de points si on a une pratique sportive compétitive, et en fonction du niveau, on obtient un petit peu plus de points aussi. Et on va valoriser aussi sur tout ce qui est compétences d'encadrement, l'implication des candidats sur leur structure associative, l'engagement citoyen, etc., etc. Donc, les dossiers, à peu près 7000 pour la L1 classique, sont ordonnés au regard des éléments dont on vient de parler. La lettre de motivation, elle, n'est pas quelque chose qui est étudié systématiquement. Vous pensez bien qu'avec 7000 lettres de motivation rédigées, pas toujours par les candidats, c'est difficile de l'exploiter pleinement. On s'en sert en revanche pour départager nos candidats ex aequo, par exemple. Quand on a un score ex aequo entre 2-3 candidats, on va aller utiliser ces éléments-là pour moduler un petit peu le poids de la compétence de méthode de travail, autonomie. Voilà, le type de réponse, vous les connaissez, hein, donc le candidat est admis dans la formation, il a une réponse oui. On aura aussi des candidats admis dans la formation avec une réponse oui si, ça veut dire ça implique qu'ils acceptent le parcours dont Stéphanie a parlé tout à l'heure avec tutorat, enfin un aménagement mis à niveau, parce qu'on aura jugé qu'ils sont aptes à suivre la formation, mais ils ont quelques faiblesses qu'il va falloir compenser par ces mises à niveau ou ce tutorat. Et puis, pour tous les autres, ils auront un placement en liste d'attente. Alors, du coup, on n'a aucun candidat qui va être refusé. Ça va être le cas en DUST, hein, il y a des candidatures qui vont être refusées d'emblée. Nous, il n'y a aucune candidature qui sera refusée, mais on a toujours cette capacité d'accueil qui nous limite et qui fait qu'effectivement, même si ce n'est pas sélectif à l'entrée, tout le monde, tous ceux qui ont fait un vœu pour venir chez nous ne parviendront pas à rejoindre nos bancs. Voilà. Après, cette année, on a laissé quand même très très peu de candidats à l'extérieur. Hein. C'est vrai qu'il devait nous rester à peu près 350 candidats à la fin de la procédure, pour moitié des candidats hors secteur quasiment, donc voilà, on n'en a pas laissé tant que ça. Et puis, on n'a pas connaissance, nous, de leur vœu premier. Donc, dans les 150 candidats qui sont peut-être restés à la porte, tous n'avaient pas nécessairement comme première intention de faire STAPS. Bon, ça, on va peut-être passer rapidement parce que je pense que vous connaissez peut-être même par cœur les dates, les délais de réponse, etc. En tous les cas, les réponses seront communiquées aux étudiants à partir du 2 juin et les inciter à surveiller et à répondre vraiment dans les délais parce que, passé le délai, la proposition est automatiquement retirée et voire même ils sont démissionnés de l'ensemble de la procédure. Le fait qu'ils ne puissent choisir qu'une proposition lorsqu'ils en ont plusieurs, mais ça, vous devez connaître par cœur. Voilà, et l'idée de devoir bien renseigner et maintenir en attente les vœux qui n'ont pas obtenu satisfaction. Quelqu'un qui obtient, je ne sais pas, une place
en sciences à côté, mais dont le premier vœu est de faire STAPS, il faudra bien qu'il pense à l'indiquer qu'il maintient STAPS voilà, dans sa liste. Je crois que j'ai fait le tour à peu près de la question Parcoursup pour la L1 et la L1 LAS. Mais peut-être que vous avez des questions. Les questions sont plutôt... Pour les étudiants qui sont en réorientation et qui candidatent du coup en STAPS, dans le dossier Parcoursup, quel est le poids à peu près de la fiche de suivi? Alors, on va étudier tous nos étudiants sur la même base, les notes de première terminale, et on regarde peu la fiche de suivi. Il doit y avoir peut-être un bonus, mais qui n'est pas très significatif, quoi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, pour les réorientations, pour les réorientations, je complète en disant on utilise, en tous les cas à Lyon, on ne tient pas compte des résultats obtenus dans le cursus post-bac, parce qu'ils arrivent d'horizons tellement différents qu'on arrive, et puis ça serait difficile. Donc vraiment, ils sont étudiés de la même façon que les autres, et puis il y a une pondération qui est faite par rapport, ils ne disposent pas de la fiche à venir, donc on pondère de fait. Les bacs technologiques, comment sélectionner par rapport aux critères que vous avez? Eh ben, alors vous le verrez vraiment avec le QR code et le détail là, c'est exactement la même chose que pour un bac général ou un bac pro, c'est-à-dire que dans les bacs techno, on a indiqué que telle matière renvoie à des compétences scientifiques, telle autre matière renvoie à des compétences littéraires, et on va aller regarder la note obtenue par l'étudiant dans les matières qu'il a dans son cursus. Et il y a une correspondance entre telle et telle note, ça rapporte tant de points, entre telle et telle autre note, ça rapporte tant de points. Le QR code vous renvoie vers un document qui doit faire 4 ou 5 ou 6 pages, donc je ne vais pas pouvoir vous détailler par le menu, voilà. Mais c'est exactement le même principe, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, il est en bac technologique, donc on n'étudie pas son dossier, il est en bac pro, donc on n'étudie pas son dossier. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est simplement que celui qui a en bac techno, qui a des maths, le 18 sur 20 ne lui ramènera pas le même nombre de points que le 18 sur 20 de bac pro, il en ramènera plus, moins peut-être que celui du bac général. Je n'ai pas le détail de chaque situation, mais on n'exclut pas quelqu'un au motif qu'il a un bac pro, un bac techno, ou qu'il n'a pas fait tel ou tel enseignement de spécialité en terminale. Voilà. Après, dans les faits, on a beaucoup moins d'élèves issus de bac technologique et issus de bac pro, voire même issus de menus purs littéraires qui rejoignent nos bancs, mais c'est aussi parce qu'on a beaucoup moins de candidats. Enfin, voilà, c'est pas parce qu'ils sont exclus. Typiquement, les bacs pro et bac techno se voient très très souvent proposer d'ailleurs un parcours de réussite. Voilà. Si les QR codes là ils marchent pas, c'est qu'on les a eu hier soir. Ils fonctionnent, hein? Ils marchent là, ça marche? Ah oui, oui, ils fonctionnent, okay, je les ai testés. Ah ok. C'est la C3D en fait qui nous les envoie. J'insiste sur le fait que la procédure, vous voyez, qu'on met en place à Lyon, c'est la procédure nationale. C'est-à-dire que tous les STAPS en France fonctionnent de la même manière et on n'a pas des critères de sélection différents. Vous voyez, on tient vraiment, la filière STAP tient à ce que ce soit uniforme dans toute la France. Voilà. On a peut-être l'ajustement sur la LAS. L'ajustement sur la LAS, en dehors de ça. Oui, par contre, sur la LAS, il peut y avoir des petits écarts. Sur le poids de la compétence. Sur le classique, parcours classique, c'est exactement pareil. Oui, bien sûr. Oui. C'est fait pour ça. Hein. Parce que normalement, ils seront présentés dans les salons, tout ça. Donc, ils ne seront pas sur la plateforme Parcoursup. Ils se retrouvent sur le site de la C3D, la conférence des directeurs et directrices. Nous, on va organiser les JES là, au mois de janvier. On présentera ces QR codes. Celui qui renvoie vers la page, les 5 pages de critères généraux
Je ne sais pas si c'est vraiment... Enfin, je pense qu'il est plus intéressant pour vous, pour guider les étudiants, que pour les élèves eux-mêmes. Celui du test, bien évidemment, et il y avait un QR code qui renvoyait au modèle d'attestation à compléter pour attester des déclarations qui ont été faites. Donc ces deux-là, prioritairement, oui, il faut les diffuser. Le troisième, il n'est pas secret, il peut être diffusé, mais je suis pas sûre que ce soit ce qui permette aux étudiants d'y voir plus clair, mais par contre, pour vous, ça me paraît intéressant que vous ayez accès à ces éléments. Alors... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, ça va? Merci. Eh bien, on vous remercie en tous. Merci pour le début. Véronique, c'est toi qui clôture? Ah non? Merci de me donner la parole juste pour expliquer qu'il y a, comme d'habitude, de quoi récupérer le questionnaire. On vous remercie beaucoup pour vos retours. Merci pour votre attention et à l'année prochaine. Bonne année à vous.